Bonjour Louis. Bonjour Nicolas. Alors, donc Louis Abraham. Louis, on est le 14 mars 2025. Je suis super content de te recevoir sur le podcast Comptoiria. Et moi, je suis très content d'être là. Merci pour l'invitation. Ça s'est fait super vite, tu as été hyper réactif, comme dans tout, Louis. Louis, donc toi, tu travailles chez H, tu travailles aussi chez Time, tu es C'est un ça. expert des LLM, tu as fait Polytechnique, Ouais. tu es board member, ça c'est intéressant, doctorant en finance, Ouais, tu as écrit des tribunes bientôt pour Le Point, il me semble. ouais, c'est ça. J'en parlerai peut-être un petit peu avec une amie philosophe. Magnifique. Et tu as un podcast aussi que J'ai tu un as lancé. podcast Startup Tribune Magnifique. avec Margot Vert. Margot, qu'on salue. Louis, Coucou donc trop, Margot. trop content de t'avoir ici. Je sens qu'on va se faire un épisode détonnant, qu'on va s'éclater. Euh, pour démarrer déjà, donc ce que je voulais te demander, c'est comment est-ce que tu as découvert l'IA générative? Est-ce que c'est au moment de ChatGPT 30 novembre 2022 ou est-ce que tu connaissais ça avant? Eh bien, je connaissais ça avant et même pas, je dirais, par les études. C'est vraiment à la sortie des études, j'avais rencontré un pote qui s'appelle Gary, avec lequel qui fait une thèse en NLP à ETH Zurich, parce que j'ai pas fait que Public, j'ai aussi fait ETH Zurich en Suisse. Et il finissait sa thèse en NLP. Et en fait, on s'est mis à faire du conseil en NLP. Donc, à l'époque, il n'y avait pas les modèles génératifs. Ouais. C'était pré-GPT-2. Donc, il y avait des BERT, il y avait encore des GLOVE. C'était des gros embeddings avec des matrices. Lui, il avait fait des trucs sur des embeddings hyperboliques avec des maths super compliqués. Et on faisait du conseil en fait en LP pour des boîtes de finance. Nice. Et donc, on a vraiment assisté à ce moment-là où en fait, on avait vendu une solution à une boîte, un asset manager, une année, donc, qui utilisait des modèles assez traditionnels, BERT, etc., qu'on avait dû réentraîner, ça nous avait pris du temps. Et l'année suivante, en fait, il y avait des modèles pré-entraînés. Et quand on lançait ces modèles, justement, zéro shot, Ouais. ils marchaient mieux que ce qu'on avait fait l'année d'avant. Et Waouh. là, on s'est dit, waouh. Du coup, on aura quand même revendu la mission au même prix, mais ça nous a pris beaucoup moins de temps. Ouais, d'accord. Donc, super prise en main. Et quand tu vois ChatGPT arriver le 30 novembre 2022, tu te dis quoi? C'est une évolution normale ou tu te dis waouh, super interface? T'as pensé Honnêtement, je quoi? me rappelle même plus de Hmm. ce jour-là. Ouais, Toi, je sais que ça t'a beaucoup marqué, c'est pour ça que tu as lancé le bien podcast. sûr. Moi, en fait, Ouais. ChatGPT, en fait, ils ont quand même eu un lead time assez important au début, principalement. Et pour moi, je me suis dit, ah bah, en fait, c'est juste, ils ont pris leur GPT-2, ils l'ont fait en plus gros, etc. Il y avait déjà eu GPT-3, je crois, avant ChatGPT. Ouais. Ils avaient eu GPT-3, et moi, je me suis dit, bah, en fait, c'est juste l'API de GPT. Enfin, moi, j'avais déjà vu le truc à l'époque, je crois qu'il y avait GPT-3. Il n'y avait pas GPT 3.5, mais il y avait encore tout leur modèle. Il y avait les ADA, les machins, il y avait plein de. Les babages, ils avaient toute une génération. Hmm. Et moi, j'étais déjà l'API en fait. Donc, j'étais pas très surpris. Et les performances du chat n'étaient pas supérieures aux performances de l'API. Donc, c'était pas Toi, une Louis, grosse révolution. t'as 26, 27, 26 ans, bientôt 27. 26 ans, bientôt 27. Oui, donc en l'occurrence, tu es vraiment un natif de l'IA générative, de ces modèles. Parce que donc, tu as commencé à travailler dessus Je pense qu'on juste est à après peu près tous à tes études. égalité dans l'occurrence, vu qu'on les a tous connus au même En même moment. Donc, temps, c'est vrai. Ouais, ouais. On dit souvent ça, tu vois. On dit que aussi certains jeunes peuvent être hyper habiles avec ces modèles, mais que de temps en temps aussi, certaines personnes un peu plus expérimentées vont prompter différemment, écrire différemment, et que tu vois, le savoir qu'ils ont déjà ou leur méthode de travail peuvent permettre d'aller plus loin quand ils interagissent avec les ouais, outils. c'est vrai. Je pense que. Alors, déjà, c'est sûr que passer plus de temps à prompter des modèles, ça permet d'en fait, de devenir meilleur. Et parfois, en fait, être trop sophistiqué, ça aide pas tellement. Hmm. Donc, typiquement, moi, je travaille avec des comptables chez Time, Ouais. et il y en a quelques-uns qui doivent faire du prompt engineering pour améliorer ces modèles. Et donc, oui, ils deviennent meilleurs. Mais en fait, ce qu'on remarque aussi, c'est un papier que je viens de sortir Hmm. avec Antoine Marie et Charles Arnal Ouais. euh, sur les différences que tu obtiens avec différents prompts Mhm. sur une même tâche. Et le papier, en fait, maintenant, il vient de sortir, mais en fait, il est daté il y a peut-être 4 mois. Et on observait qu'il y avait des différences entre les styles de prompt sur différentes tâches. Donc, on mettait en Super. garde les sciences, enfin, les chercheurs en sciences sociales, en leur disant attention, quand vous utilisez un prompt, vous allez avoir des biais, il ne faut pas avoir une performance pareille selon le prompt que vous utilisez. Et ce qui est marrant, c'est que quand tu regardes l'évolution des modèles, plus un modèle est bon, bah, moins il doit être variable au prompt. Hmm. Toi, je veux dire, quand on te dit, je sais
suis pas. Bon, t'as pas forcément de boss, mais je veux dire, si on te dit, tiens, vas-y, prépare l'entretien pour Louis. Si on te dit, écris les questions pour Louis, on te dit, prépare l'entretien pour Louis, ou on te dit, attention, demain, tu as l'entretien avec Louis, tu vas faire la même chose parce que tu es intelligent. Un modèle, c'est pas le cas. Mais en fait, plus le modèle devient intelligent, moins Hmm. ces variations dues au prompt devraient être importantes. Ah, c'est très intéressant. Je viens de voir quelque chose, un petit framework là-dessus de pensée sur lequel je vais essayer de faire un post la semaine prochaine. C'était dire, au début, tu vois, avec ces modèles, on partait de quelque chose de probabiliste. Enfin, en fait, au début, on était sur du probabiliste en entrée et probabiliste en sortie, quoi, tu vois. Et de plus en plus, l'idée, ce serait de se dire, ils vont se perfectionner pour nous faire quelque chose de probabiliste en entrée et de déterministe, en tout cas précisément ce qu'on veut en sortie, quoi. Qu'on a une évolution dans ce sens-là, avec Intéressant. peut-être le raisonnement, tu vois, et, euh, et donc moins d'hallucinations, moins de résultats dans tous Mhm. les sens. Euh, ok, donc merci Louis. Donc Time, est-ce que tu peux nous présenter donc déjà les deux boîtes dans lesquelles tu travailles aujourd'hui? Ouais, alors, vraiment, je suis full-time chez H Donc H, et pour j'ai ceux qui connaissent conservé. pas, H, alors, on en a beaucoup parlé, on en a Ouais. parlé déjà dans le podcast. H, c'est une Ah boîte oui, qui semble, avec qui t'en as parlé? avec plusieurs invités. Ok. Écoute, comme ça de tête, je saurais pas te les dire, mais c'est arrivé souvent parce que H est connu, H a Mhm. levé beaucoup C'est sûr, d'argent. ouais. H, bah, pour l'instant, on connaît pas le produit encore, donc il y a un côté un peu mystérieux. J'ai eu le plaisir de croiser Alors, Charles Cantor lors du sommet pour l'action sur l'IA, qui a été super sympa, mhm. qui m'a dit qu'il était chaud pour venir sur le podcast, Ah bah, génial. mais qu'il attendait, tu vois, le bon moment, la bonne fenêtre de tir et tout ça. Donc en tout cas, il est invité. Euh, mais en tout cas, c'est une boîte qui intéresse, qui intrigue beaucoup au niveau de l'IA générative en France, ça c'est sûr. Ouais, bah, moi, ce que je peux dire en tout cas, sans trop dévoiler, c'est que là, on bosse sur un produit. Enfin, moi, personnellement, je bosse sur un produit vraiment super cool et qui devrait sortir assez prochainement et qui va résoudre vraiment des use cases réels Hmm. et vraiment assez contextuels en termes de marché. Ah, ouais, magnifique. Écoute, on attend ça avec beaucoup d'impatience. Et donc, tu as une double activité. Donc, tu es aussi sur Time, où Ouais, on est plus dans le domaine de la ouais, comptabilité. je suis resté du coup pour conseiller Time, euh, où j'étais avant H. Time, du coup, c'est une boîte de logiciels de comptabilité qui fait vraiment la même chose que Hmm. Penny Lane. Ouais. C'est assez comparable en termes d'ARR, de nombre de clients, etc., de taille. Il y a Hmm. 250 personnes à peu près. Et la grosse différence, c'est que Time a jamais levé un sou de VC. Bootstrap. Ouais, Hmm. Bootstrap, avec une petite astuce, c'est que c'est un spin-off d'un cabinet comptable, donc il était rentable dès le début. Mais ça n'empêche que c'est quand même une très belle boîte quand tu vois à côté que Penny Lane, ils ont levé des centaines de millions Ouais, pour bien arriver à faire sûr. la même chose. Et Waouh, on est super fiers de ça. excellent. Donc c'est un peu l'opposé de H en termes vraiment d'actionnariat, tu vois. C'est, Ouais. c'est, Ouais, je comprends. Mais alors, mais toi, sur ta journée, sur tes 24 heures, l'allocation de ton temps, alors, après, j'imagine que tu peux faire plein de choses, mais aujourd'hui, ton job Non, non, c'est principal, en c'est H. chez C'est H en quand H. même, hein. C'est Je H, code toute d'accord. la journée Ouais. pour H. Ok, ok, d'accord, très bien. Parce que je t'imaginais un petit peu en mode Elon Musk à la française, tu vois, avec Non, en fait, le truc, c'est qu'il Starlink, faut, SpaceX, etc., en fait, Tesla. il faut arriver à apprendre à se servir de quatre ordinateurs à la fois, tu vois. Un pour chaque main et un pour chaque pied, tu vois. Et à la fin, tu arrives à peu près à t'en sortir. Et alors, mais justement, c'est une transition parfaite. Il paraît, ton ami avec qui tu fais le podcast qui m'a dit ça, que tu codes plus vite que ton ombre. Et alors, donc ma question C'est par Marou qui rapport t'a à dit ça, ça, ouais. donc c'est que tu as eu, donc toi tu participes à des compétitions de code, J'ai t'as participé, maintenant participé, je suis à la retraite. Tu sais, c'est les et, et, sportifs en de haut tout- niveau, ça part vite à la retraite. et tu faisais ça un peu quand tu étais à l'X, si j'ai Ouais, bien compris, et tu as remporté une compète comme ça. ouais, Est-ce que tu exactement. peux nous en dire un peu plus? Ça m'intéresse beaucoup ces compétitions de code. Ouais, alors quand je suis arrivé à l'X, en fait, on n'était pas très bon dans une compétition européenne et mondiale qui s'appelle ICPC. C'est une compétition entre les universités du monde entier et d'algorithmes.
Et donc, j'ai décidé un peu, non seulement de m'entraîner moi, mais aussi de relancer une préparation Hmm. à l'X. Et c'est un grand succès parce que non seulement il y a des bons résultats, et surtout maintenant, ils en ont fait un cours permanent. Et tous les ans, on a plutôt des bons résultats. Nice. Moi, mon équipe, parce qu'en fait, c'est par équipe. Et dans ça, je trouve ça vraiment génial. C'est que tu progresses pas juste en code, mais aussi en collaboration avec d'autres personnes. En plus, tu as une contrainte de temps, donc tu es super stressé. Et Il faut ça se passe arriver comment? à On te gérer donne ça. un exo, en Ouais, en fait? On fait, on te te... donne une liste. C'est un Hmm. peu comme ce qu'on fait vraiment aujourd'hui pour tester un LLM ou n'importe quoi. On te donne simplement une tâche. On te dit, voilà, il faut la résoudre. Et ce qui est sympa, c'est qu'en fait, c'est vraiment, tu es noté par la machine. Donc, en fait, les gens ont préparé à l'avance des exemples de tests Mhm. et ton algorithme va être lancé sur chacun de ces exemples et ils vont comparer le résultat de ton algorithme avec le résultat qui doit être le bon. Donc, ça va être un résultat Hmm. fixé, quoi, pour que ça marche. Mais et je te disais, ça m'intéresse beaucoup. Merci de rebondir sur cette notion de benchmark, un petit peu justement, qui permet d'évaluer les modèles aujourd'hui. Donc des tests standardisés pour évaluer les Ouais. modèles. Et la question que je veux te poser par rapport à ça, c'est au moment de la sortie de O3, donc de OpenAI, on a dit que O3 faisait mieux que 99,8% des codeurs sur Codeforce. On a dit qu'il était peut-être dans les 200 meilleurs codeurs mondiaux. Et à Ouais. un moment, j'ai vu quelque part qu'il y avait une personne chez OpenAI qui arrivait à battre le modèle, encore un truc comme ça. Ok. Est-ce que ça te semble réel? Ouais, alors, Est-ce que ça veut dire que dans 6 mois, le meilleur codeur du monde sera une IA? nous, au championnat du monde, tu vois, on est arrivé et donc il y avait déjà 60 000 personnes qui participaient. Et notre équipe, elle est arrivée dans les, je crois, 24e ou 20, 22, 21, je ne sais plus, en tout cas dans les 25 premières équipes de la finale mondiale, ce qui était à l'époque le meilleur résultat pour l'équipe française. Et avant ça, on avait remporté le championnat européen Ouais. euh, pour la première fois de l'histoire de l'X. Et bah, en fait, grosso modo, quand tu vas sur Codeforce, tu as un système d'élo un petit peu comme aux échecs. Et de mémoire, Et Hello, est-ce que tu sais ce que ça veut dire? C'est un acronyme? alors Elo, je On sais parle plus de ce que ça veut classement, dire. Ouais, c'est classement Hello, c'est ça, hein? Elo, Ouais, ouais, en bien fait, sûr. c'est un algorithme, C'est vrai. je sais Ouais, pas ce qu'il ouais. veut dire exactement l'acronyme. Et après, on parle de tes points Et Hello, en fait, quoi, oui, 2000. typiquement, c'est utilisé aux échecs, c'est utilisé au tennis. En fait, dès qu'il y a des matchs un petit peu comme ça, tu peux le faire pour d'autres choses. Et, et en fait, de mémoire, je crois que ce modèle-là, il a eu un Elo de 2700. O3, Et tu veux dire? au 3, Ok. ouais, je Ouais. crois de mémoire, ça va être ça, un truc comme ça estimé. Et par exemple, moi, dans mon équipe, j'étais même pas le meilleur sur ces compétitions-là. Mais je vais t'expliquer aussi en quoi ça consiste sur Codeforce. Et le meilleur de mon équipe, il a été de 2400. Hmm. Entre 2700 et 2400, il y a un énorme écart. Je veux dire, c'est la différence entre, tu vois, entre Magnus Carlsen aux Ouais. échecs, qui Ouais. lui, il trouve qu'il est vraiment de 2700 aussi, donc c'est à peu près Ouais. aligné. Ouais. Mais Magnus Carlsen, il est dans les 2700 et je sais pas, tu prends le mec qui est peut-être, allez, 50e mondial, et il a zéro chance contre Magnus Carlsen. Zéro chance, tu vois. Ouais. Zéro. Ouais. Et, et en fait, Hmm. le problème, c'est qu'en fait, c'est un truc de rapidité, Code Force. Donc en fait, typiquement, il n'y a pas besoin d'être hyper smart. Il faut être surtout très rapide. Ok. Et le problème, c'est qu'un modèle, en fait, il peut paralyser. Donc en fait, c'est pareil, en fait, pour un modèle, c'est pareil d'avoir un modèle à 2400 ou d'en avoir 10 qui tournent en parallèle. Tu vois. Alors qu'en fait, pour un humain, si tu es tout seul ou tu as 10 personnes qui ont le même niveau que toi, Ouais. bah, en fait, vous pouvez juste vous répartir les problèmes et vous irez plus vite comme ça. Donc en fait, en l'occurrence, je crois que il s'appelle Khan, il est vietnamien de mon Mhm. équipe. Bah, en fait, je pense que il est plus fort que le modèle, même s'il est 2400 alors que le modèle est 2700, mais juste qu'il code pas assez vite, tu vois. Ah, cette notion, bah alors cette notion du temps, elle est intéressante. Ouais. C'est test time computing, d'une certaine manière, Mhm. ou pour l'intelligence artificielle générale, ben, une IA qui fait des tâches qui nous prendraient 1 minute, ou qui nous Oui, prendrait 1 heure, ou exactement. qui Donc nous ça veut pas prendrait dire que l'IA peut 24 faire des trucs heures. Hmm. qu'on n'aurait jamais réussi à faire. En pratique, l'IA en plus, elle accède. Nous, en fait, quand on faisait des compétitions, nous, on n'avait pas le droit d'avoir accès à Internet, etc. Alors que l'IA, elle a eu accès à tout avant ou même pendant. Hmm. Donc c'est pas une comparaison qui est Ouais, super ouais, fair. bien Je veux dire, sûr, bien c'est sûr. comme si tu disais, voilà.
Nous, on arrive à courir le 100 mètres en certain temps et l'IA, elle arrive, Ouais, elle ouais. le court plus vite. Mais bon, Ouais, d'accord. Donc tu nous dis, oui, il y a quand même je des veux dire, différences je veux dire, à prendre en compte. la voiture contre laquelle enfin, si tu cours contre une voiture, la voiture, elle a des roues. Donc, c'est sûr, si tu compares vraiment avec un cycliste, ce sera Hmm. un peu plus fort et encore. Mais on peut pas voir ça, tu vois, un peu comme AlphaGo, tu vois, donc Alpha Zero, je veux dire, ou enfin sur Bah, c'est une très bonne comparaison. sur le jeu Non, mais d'échecs, où tu te dis c'est une que très bonne Magnus comparaison. Carlsen, je pense que par rapport à l'IA sur les échecs aujourd'hui, pour le coup, Ah, non, mais il lui-même, peut en plus fait, alors. gagner, tu vois. Non, mais Enfin, lui-même, Magnus Carlsen, il dit qu'il joue jamais contre Stockfish. C'est le problème le plus fort. Parce qu'en fait, ça le déprime trop, parce qu'en fait, il peut jamais gagner. Et en fait, lui, il est hmm, habitué à tout le temps gagner, gagner. En revanche, c'est une très bonne métaphore parce que si tu réfléchis en fait, les échecs, tu peux les faire aussi en temps limité. En général, c'est souvent en temps limité, mais tu as les parties classiques, c'est en temps très long, ouais, et tu as ce qu'on appelle des blitz ou des bien rapides qui sont sûr. en temps plus court. Et en fait, ça fait beaucoup, beaucoup plus longtemps que les IA peuvent battre les humains au blitz ou au rapide. Précisément parce qu'en fait, c'est beaucoup plus facile de faire un truc qui marche bien parce que tu n'as pas besoin d'être. En fait, l'IA, elle tourne quasiment en temps instantané. Même si elle tournait pas assez vite, au pire, tu prends plus de machines, Bien tu sûr. prends des machines plus puissantes et tu Hmm, arrives à aller plus vite. Tu fais un peu plus d'engineering, tu ne seras pas plus smart, juste plus d'engineering. bien sûr. Et donc, c'est une très bonne métaphore, justement, parce que Hmm, là, en plus, tu as la comparaison directe l'un contre l'autre. Et donc, Magnus Carlsen, de toute façon, il n'a aucune chance, mais à l'époque, tu vois, Kasparov, il avait réussi à abattre Deep Blue, ouais, mais c'est une partie longue. ouais, ouais, tout à S'il fait. avait dû jouer en temps court, il n'aurait jamais réussi. En fait, c'est un truc qui arrive souvent. Même quand il y avait eu, je crois que c'était AlphaStar, du coup c'était DeepMind qui faisait un programme qui jouait contre des humains à StarCraft. Et du coup, pour un peu corriger ce problème-là, ils avaient attribué une espèce de latence minimale Hmm, aux actions de l'IA. Parce que en fait, l'IA, sinon, elle a beaucoup trop de réflexes. En plus, c'est un truc qui demande de réfléchir à plein de problèmes en même temps en parallèle, ce qui est difficile pour un humain. Pour une IA, c'est beaucoup plus simple. Donc, c'est des jeux où c'est un peu compliqué comparer les deux. c'est vrai, c'est vrai. J'avais déjà entendu ça sur AlphaStar, sur des jeux vidéo comme ça. En fait, l'IA, quand elle joue, tu la vois pas jouer. Grosso modo, ça va C'est tellement ça, vite ouais, que c'est tu as ça. l'impression que c'est vraiment une intelligence alien, en effet, Bah c'est ça, et que tu en comprends fait, même pas ce qui se il passe y a des sous tes micro-tâches yeux. Mm. dedans l'IA fait beaucoup mieux que nous Mm. sans être super smart. Je veux dire, même si enfin, je veux dire, les bots à CSGO, ça existe depuis la nuit des temps et c'est pas très smart un bot, c'est juste un truc qui te permet de multiplier, quoi. Comme dans la finance, ça peut aller très vite aussi avec ces potes. Merci Louis. Le sujet de la semaine dernière, on est vendredi 14 mars, c'est Manus. On n'arrête pas de parler de Manus. Manus, qui est donc un nouvel agent, un agent dit général, parce qu'on nous dit qu'il peut tout faire. On l'a pas essayé, je l'ai pas essayé. Toi, tu Moi l'as non plus. essayé. En fait, les gens Il, m'en ont pa- parlé, j'ai pas essayé, c'est un peu la hype. la démo est très cool. Tu Mais il y a sais, des gens qui il paraît disent qu'il y que c'est a. fake, que je sais pas, donc j'ai pas trop regardé. Ouais, En fait, c'est pour être vrai. honnête, vraiment, je regarde pas trop les effets de hype et j'attends que ça se calme un petit peu. T'as raison. Non, non, mais là, on parle de quand même. Avant-hier, il y avait 2 millions de personnes sur la liste d'attente. Ok. 2 millions T'imagines, 2 millions de personnes, c'est Ouais, quand c'est même. énorme, c'est énorme. C'est waouh, mais je suis tout à fait d'accord, faut vérifier. Combien il y avait de bots Ce qu'on dans a vu sur l'histoire? les démos, c'était. Mais alors, attends, très bonne question, Louis. Ce qu'on a vu sur ces démos, on a vu donc une IA qui est capable de nous faire un rapport financier sur une action Tesla, de trouver un appart Ça, intéressant en fonction de plusieurs ça, en vrai, critères, Deep Research, il le fait déjà, hein, créer un petit jeu façon Mario Bros. ça on le faisait déjà avant, ouais, aussi. Et tu as raison. Et par rapport à la question des bots que tu soulèves, eh ben, j'ai vu que justement l'accès à la démo se vendait sur des sites chinois Ah, c'est marrant ça. 100 000 yuan. Et alors, je connais pas le cours du yuan en ce moment, mais en vrai, une fortune, tu vois, je pense que c'était plusieurs milliers d'euros pour avoir l'accès à cette démo. Donc, tu as des trucs un petit peu dans tous les sens. Donc, on va voir ce qu'il en est de Manus. Comme tu as raison de dire, Deep Research peut faire une bonne partie de ses actions. Deep Research, donc le premier agent verticalisé de recherche d'OpenAI. Ouais. Celui-là, tu l'as essayé un petit peu? Oui, moi je l'utilise un petit peu parfois. Je pense que j'ai pas testé Perplexity. On me Mhm. dit que ça marchait très bien Ouais, aussi. ouais. Après, c'est pas. Je veux dire, quand tu es dans ce monde-là, je pense qu'on n'est pas hyper sensible à ces trucs-là parce qu'on sait à peu près comment c'est fait, Ouais. on sait comment répliquer, et on voit que quand tu as un LLM qui marche bien, ce qui d'ailleurs aujourd'hui est plus non plus un mot énorme,
c'est de l'engineering, tu connectes ça à des data et tu obtiens le truc. Donc c'est sûr que ça change beaucoup pour plein d'industries. Moi, au quotidien, c'est pas un truc qui change ma vie radicalement. Tu vois. Peut-être que ça me permet de faire quelques trucs en plus, mais Operator, quand on s'est rencontrés la première fois, une ouais, soirée Photoroom, je t'avais demandé ton avis là-dessus. Operator de OpenAI qui venait de sortir. Moi, je le teste avec un VPN. Et tu m'avais fait marrer là-dessus parce que tu m'avais dit quelque chose qui était très juste, mais tu m'as dit c'est super lent. ouais, Et ouais, c'est vrai que moi, tu vois, j'avais passé la soirée dessus parce que je voulais voir jusqu'où ça arrivait. Tu vois, j'essayais de faire un petit truc sur les transcripts de mon podcast. ouais. Et en vrai, bah, c'était assez intéressant, assez étonnant, mais ça prenait des plombes. Et à chaque fois, j'étais bloqué par le login, le mot de passe, les captchas. Ouais. Et quand tu m'as dit c'est super lent, bah, je t'ai trouvé d'un côté un peu dur, mais je me suis dit, oui, c'est vrai que pour l'instant, c'est super lent. Ouais. Bah après, c'est pareil, là, pour le coup, il y a pas Mm, beaucoup de domaines que je connaisse aussi bien que les agents web. Et en même temps, mm, j'ai pas trop en parler parce que c'est un mm, sujet H et qu'on n'a pas communiqué encore dessus. bien sûr. Mais tu vois, il y a deux choses. Il y a la performance et il y a la performance, je veux dire, le taux de réussite. Il y a même trois choses, je dirais. Il y a la capacité à réussir une tâche tout court, la capacité à être quand même rapide dans les actions et la capacité, je pense, à pouvoir un peu Mhm. explorer un site. Parce que parfois, même un humain, il n'a pas la réponse parfaite. Et donc, je pense que c'est un peu trois caractéristiques sur lesquelles il va y avoir différents équilibres. Et enfin, et le quatrième, bien sûr, c'est le coût. Qu'est-ce que ça coûte Bien à sûr. faire retourner? Et en fait, je pense qu'il y aura une espèce, alors c'est une frontière de Pareto, parce qu'en dimension supérieure à 2, c'est plus du Pareto, mais Mm. il y aura un équilibre à trouver en fait entre ces quatre variables, à peu près tout le monde sur ce marché-là. Mm. Après, je pense que, je vais pas dire ils sont nuls, on va être meilleur qu'eux. Je pense qu'en fait, on va tous un petit peu se spécialiser sur des combinaisons un peu différentes de ces quatre variables-là. Ouais, tout à fait. Mais ce que j'ai trouvé moi très intéressant sur Manus, par rapport en tout cas à ce que j'avais vu précédemment, c'était dans la démo, Ouais. c'était cette combinaison entre le modèle de raisonnement, la possibilité de faire des recherches sur Internet, et la possibilité ensuite d'avoir accès à l'ordinateur, Ouais, ouais. potentiellement de faire du code en Oui, Python. mais d'ailleurs, je pense qu'il y a des gens qui ont accusé Manus Mm, d'avoir wrappé en fait tout simplement c'est d'autres vrai. API. Notamment Claude. Ouais, j'ai vu un Ouais. truc passer. Enfin, Mm, je sais pas, donc j'ai pas envie non plus de dire du mal de Manus. Vraiment, j'ai pas testé, je le connais pas, je me suis pas assez intéressé. Ce que je vois, c'est qu'en effet, enfin, c'est ce que je te disais, c'est que là, toutes ces capacités, elles existent plus ou moins à des niveaux différents, chez des acteurs différents, et mélanger tout ça, c'est pas hyper complexe. mm. Et, si Manus l'a fait en premier, c'est super et ça leur donne quelques mois d'avance, tu vois. Ouais, d'accord. Toi, Louis, ce qui t'excite le plus aujourd'hui dans l'IA générative, c'est quoi en fait Bah, c'est une question compliquée. En vrai, je sais Premièrement, pas, déjà, parce même, que. est-ce que ça t'excite? Est-ce que tu te dis, waouh, c'est dingue, Oui, ça non, va très évidemment que c'est vite? dingue. Enfin, on a tendance quand on est trop dedans, tu vois, moi c'est mon quotidien. Donc en fait, il n'y a pas une révolution comme ça qui arrive. Les gens ont l'impression, je pourrais, tu me dis, voilà, le 30 non, 22 novembre, Ouais, 30 novembre 30 2022. novembre Ouais. 2022, ouais, je te dis, voilà, moi je l'ai vu arriver le truc, donc j'ai pas eu de choc comme ça, et du coup on est un peu tout le temps blasé. Hmm. D'un autre côté, si je vois à plus long terme, moi ce qui me. Vraiment, encore une fois, il n'y a pas d'avantage technologique durable dans l'IA générative aujourd'hui, tel qu'il est fait. Euh, Tu vois, même H, tu vois, on est super bon. Même OpenAI, ils sont super bons, même Anthropic. Au bout un an et demi. En vrai, ChatGPT, au tout début, ils ont quand même duré longtemps. Moi, j'étais surpris, en fait, qu'ils aient duré aussi longtemps à être aussi forts devant les autres. Et T'as en fait, c'est juste raison. parce qu'en fait, ils avaient levé beaucoup d'argent. Et en fait, avec ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont payé des gens pour noter de la data. Et Hmm. du coup, en fait, ils ont pu conserver un peu leur mode un peu plus longtemps. Mais Hmm. du coup, il n'y a pas d'avantage technologique super durable. Je veux dire, nous, on va sortir des trucs. Honnêtement, au bout un an et demi, ce sera les mêmes trucs qui existeront ailleurs. Mais il faut aller vite comme ça. Et moi, je pense que ce qui m'excite le plus, c'est pas l'aspect technologique. Je pense que c'est l'aspect transformation des métiers. Ouais. Euh, enfin, je dirais évolution de l'économie. Hein. Comment tu fais la transition entre le monde d'aujourd'hui et le monde de demain Hmm. avec cette nouvelle techno. Qu'est-ce qui va changer? Un petit peu la même chose que ce qui s'est passé quand il y a eu les ordinateurs, Bien la sûr. numérisation. Et en fait, aujourd'hui, je pense que
elle est pas non plus totale. Moi, l'autre jour, j'ai pris un café avec quelqu'un qui m'a dit qu'il avait un ami qui avait une boîte qui faisait des carreaux et des fenêtres. Il recevait des commandes par fax. Par fax, Bien sûr. tu vois. Alors, il y a Ouais. des gens, on a quand même des trucs Hmm. à faire avant. Ouais. Mais ça, c'est un truc qui me plaît vraiment. Ouais, ça, t'as raison, c'est super intéressant. Tout à fait d'accord avec toi sur cette transformation des métiers. Euh, En fait, la vitesse d'adoption aussi, peut-être, de ces technologies. Ben, c'est ça que je pense qui ferait la différence. D'ailleurs, je l'ai dit dans une vidéo il n'y a pas longtemps, Hmm. euh, parce que tu sais, je suis aussi prof à Sciences Po en IA générative. Et je l'ai dit dans une vidéo autour de mon cours, que pour moi, il y avait vraiment trois niveaux. Il y a les producteurs de modèles, Mhm. et ça demandait, en tout cas il y a encore 6 mois, un an, énormément de capital, maintenant un peu moins. Et d'un autre côté, c'est un peu commoditized, en gros grâce à Meta. Après, il y a une deuxième partie, c'est faire des applications par-dessus ça. Et tu as une troisième partie, c'est juste apprendre aux gens à utiliser l'IA au quotidien. Et ça, pour moi, Carrément. ces deux derniers niveaux Ouais. qu'il y a le plus à faire. Et le premier niveau, c'est même pas une question de se dire oh, on est trop petit pour compete. En vrai, on n'est pas trop petit pour compete avec les Américains. Mistral, ils font des trucs super. H, nous, on a des modèles en interne. Ils sont internes. Ils sont pas réalistes, mais ils sont super. Et c'est pas un problème de compete avec les Américains ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste une histoire de choisir un peu ses combats. Et je pense qu'on a énormément à faire sur ces deux dernières couches. Et je parle pas pour H, je parle vraiment Ah, mais pour la France, l'Europe, etc. tu Et même tu les US. l'exprimes, Et même les US. tu l'exprimes super clairement. Tu as raison, il y a ces trois dimensions, donc modèle, application et adoption. Moi, je trouve qu'on en a parlé pas mal pendant le sommet pour l'action sur l'IA. On n'a jamais autant parlé d'IA en deux Ouais, ans. c'est sûr. Et je me suis dit, tu vois, c'est fou. En fait, le fait d'en parler à fond sur toutes les télés, sur tous les médias pendant une semaine, ben, en fait, c'est une prise en Bah, main, ça c'est améliore une aussi, je pense, adoption direct. de quelques points. Ça Et améliore direct. ouais. Enfin, j'ai un pote qui est venu mon cours à Sciences Po, qui s'appelle Alexandre Mirlès et qui a co-organisé le sommet pour l'IA. Mhm. Et il nous a sorti une stat phénoménale. En France, en tout cas, c'était à l'époque du cours, donc c'était au mois d'octobre. En France, il y a 56% des personnes qui se méfient de l'IA. Hmm. Et on est les champions du monde. S'il y a bien un truc dans les on est très bon, c'est ça. Donc je pense que ça a changé après le sommet pour l'IA. J'ai pas les nouveaux chiffres, mais j'espère que ça a pu un peu inverser la Ah non, tendance. mais même sans être les meilleurs sur les modèles, alors qu'on est déjà très bon, Ouais. en effet, si on arrive à pousser l'adoption à fond, il y a quelque chose d'exceptionnel à faire. Et je le regrette un petit peu parce que j'ai fait un podcast juste avant avec Aude Durand Ouais. d'Iliade, Elle est super, elle qu'on nous avait adore, accueillis, on avait fait une qui est édition de XIA. extraordinaire. Ouais. On J'ai- adore Aude, mais tu vois, et c'est un peu un reproche qu'elle faisait sur le sommet ou un avertissement. Et je pense qu'elle avait raison, c'est de dire ces 109 milliards d'euros dont on parle de 109 milliards d'euros d'investissement. Là, tu te dis, génial, en fait, la Ouais. France investit dans Mhm. l'IA, et tu te dis peut-être que ça va découler sur plus de formation, une meilleure prise en main. Mais en fait, ces 109 milliards d'euros, ils sont investis dans des Infra. data centers, dans de l'infra. Et il n'y a pas une poche dédiée Ouais. pour de la formation, pour de l'adoption, pour du soutien aux startups directement. Ouais. C'est vraiment de l'infra. Et je pense que le grand public a pas. C'est déjà très bien d'avoir cet investissement, mais on n'a pas fait la part des choses pour l'instant. Ouais, c'est vrai. D'un autre côté, je pense que c'était important d'avoir une réponse à Stargate. Ah Et, oui. euh, et ils construisent beaucoup d'infra, du coup, nous aussi, il faut qu'on en construise. Et je pense pas que ce soit l'infra, je pense pas que ce soit la meilleure manière de bénéficier et de faire avancer, euh, je dirais, l'économie vers le futur. En revanche, c'est un peu comme pendant la rue vers l'or, il faut vendre des pelles. Tu vois. Ouais. Euh, et Nvidia, c'est ce qu'ils font, et c'est pour ça que, bon, là, à part cette semaine, ils sont un peu descendus, mais grosso modo, c'est pour ça ils ont une telle valo. Et nous, je pense que il y a vraiment deux choses. Il y a l'aspect vraiment juste aller chercher de l'or Mhm. là où il y en a à chercher, mais il y a aussi l'aspect vendre des belles. Et ça, Ouais. c'est super important. Et je pense qu'en France, on a quand même un énorme avantage sur les États-Unis. C'est le nucléaire. C'est l'énergie. Et bah, en fait, l'énergie, il faut la consommer. C'est un truc qui est compliqué à transporter, etc. Bah, du coup, il faut construire des data centers en France pour pouvoir consommer l'énergie à l'endroit où elle est faite. Donc, je pense que c'est un très bon move qui va rapporter, qui va pas moderniser. En fait, c'est ça le truc, c'est que Mhm. parfois, il y a des progrès.
qui sont des progrès enfin, il y a des progrès, et parfois il y a d'autres choses qui apportent de l'argent et qui sont pas du progrès, Ouais. mais qui sont juste dues à la tendance actuelle, tu vois. Et je pense que c'est un bon moyen quand même de capitaliser dessus. Hmm. Excellent. Merci Louis. Alors, la petite question que j'ai oublié de te poser, et je m'attends, tu m'as préparé un petit peu sur ta réponse. L'outil d'IA générative que tu utilises le plus, est-ce que tu as un petit usage secret à nous révéler? Ouais, bah, Tu me disais honnêtement, pas forcément bah, je tous t'ai les dit en fait, jours. ouais, tu m'as dit ouais, quel outil que tu utilises vraiment tous les jours? Je t'ai dit bah en fait aucun. Il y a aucun outil que j'utilise tous les jours. J'ai regardé. Je pense que j'utilisais un peu l'IA tous les jours quand même. Je parle de l'IA volontaire parce que tu sais maintenant sur Google, tu as de la recherche aussi avec de l'IA, tu as des machins avec de l'IA un peu partout. Mais les trucs que j'utilise vraiment volontairement, j'ai regardé, il y a des jours où j'utilise pas de ChatGPT, des jours où j'utilise pas Cursor, mais enfin où je code et j'utilise pas Cursor. Ok. Euh, Hmm. J'utilise aussi Claude. Tu vois, après, il y a aussi- enfin, moi, j'ai les deux onglets PIN sur mon ordi. J'ai ChatGPT et Claude. Ok, d'accord. Euh, Non, mais les déjà, gens utilisent Perplexity, c'est bien ça nous aussi, tu vois. intéresse déjà. Ouais, ok. Mais j'ai pas testé Perplexity. Mais normalement, Tu as des je pense que abonnements, t'as des abonnements plus ouais, pour j'ai des abonnements en ChatGPT plus. et J'ai des Claude. trucs, mais euh, je pense que la plus grosse Assistant de astuce. réunion, tu as un outil d'assistant de réunion qui Non, j'ai enregistre toutes pas. tes J'ai visios ou pas? testé et Non? franchement, je n'ai pas Ouais. trouvé un qui était vraiment satisfaisant sur le français. Parce que j'ai pas mal de réunions qui sont quand même en français. J'ai testé Phasm, j'ai testé Quill. Mhm. En fait, ces trucs marchent pas hyper D'accord. bien, etc. Ouais. J'ai pas encore trouvé, peut-être que j'ai pas réussi à m'en servir. Et en soi, Ouais. ouais, peut-être que je sais pas bien m'en servir honnêtement. Mais je Hmm. pense que le plus gros hack, c'est juste de savoir parfois ne pas utiliser l'IA en fait, et Hmm. juste savoir encore faire les choses de soi-même. Évidemment. Merci Louis. Donc, utilisation intéressante. Après, tu as quand même donc, ChatGPT, Claude, tu fais du Perplexity. J'ai pas testé Perplexity justement, je T'as l'utilise pas pas. testé? Ouais, Ok. j'ai pas trop testé. Hmm. Un petit peu le meilleur des deux mondes entre ChatGPT et Google. Ok. Ça vaut le coup, c'est intéressant. Je pense qu'on Je dis souvent, en 15 minutes de recherche sur Perplexity, on peut faire l'équivalent de 3 heures ou 4 heures sur Google. Ok. Après, je souhaite de ne pas passer 3 heures ou 4 heures tous les jours sur Ouais, bien Google sûr. non plus, Mais tu sais, mais au bout d'un bien moment, sûr. c'est compliqué parce qu'il y a une multiplication des outils et tu sais plus donner de la tête. Moi, je me suis dit, bon, en fait, ChatGPT avec Search, ça fait à peu près le truc. Tout à fait. Ils vont l'améliorer Mm. et de l'autre côté, j'ai quand même aussi Claude qui est parfois meilleur sur certaines tâches. Mm. Mais Louis, j'ai bien aimé ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que l'avantage d'OpenAI, leur avance en tout cas, c'était un petit peu raccourci. En tout ouais, cas, qu'ils l'ont beaucoup. préservé pendant assez longtemps, mais que maintenant, en fait, euh, les acteurs sont de plus en plus resserrés et qu'on innove et que cette innovation, en fait, elle est reproduite assez Ouais, rapidement. Ça m'amène sur une question qui est un peu celle de open source versus closed source. Alors, je sais que toi, tu es un contributeur open source. ouais, ouais. Mais quelle est ta vision sur ce sujet au niveau de l'IA? Est-ce que tu penses que l'écart entre l'open source et le closed source, il va se combler? Est-ce que tu penses que l'open source, c'est une très bonne chose et qu'on en a besoin? Comment tu vois ça? Ouais, moi, je pense il faut pas avoir que l'un ou que l'autre. Je pense que c'est vraiment un équilibre. Mhm. Euh, c'est petit coucou à Yann Lechel, s'il nous regarde, Bien sûr. fondateur de Probable. Yann, Et, premier épisode du podcast, tu ah ouais, sais, ok, donc bien génial. sûr, bien sûr. Et non, je pense que c'est vraiment une histoire d'équilibre. Pourquoi? Parce que l'open source, c'est quand même compliqué à financer. Euh, Yann, il le sait mieux que n'importe qui. Et pourquoi c'est compliqué à financer? Parce qu'en fait, tu investis sur des trucs. Et en fait, derrière, ben, le premier sauf si tu as une licence un peu pas permissive, une licence de type GNU et que tu fais comme Richard Stallman, euh, ce qui est pas très bon, même pour l'économie, ça. Mais quand tu as une licence un peu permissive, type MIT, etc., ben, en fait, on investit de l'argent sur un produit, il est Mhm. développé, et après, les gens peuvent le plus ou moins le piquer, l'intégrer, etc. Donc, bien sûr, il y a des très bons contre-exemples, et par exemple, je peux citer Windmill, c'est une startup d'un pote qui s'appelle Ruben, et ils sont chez YC, et Mhm. ils ont développé en fait une espèce de Heroku-like euh, Mhm. de l'infra super, c'est open source, et tu peux le self-hoster. Et par contre, dès que tu veux avoir un plan un peu premium, etc., il faut payer et tu peux pas bien sûr le revendre à d'autres. Donc ça, c'est un autre modèle pour l'open source. Mais si on parle vraiment de l'IA, Ouais. ça devient assez compliqué. Aujourd'hui, même le simple fait d'avoir accès à une IA, ça te permet de la copier.
Oui. En fait, avec le mécanisme tout simplement de distillation de données synthétiques. Donc, en gros, tu prends ChatGPT. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont fait même dans DeepSeek. Parfois, tu demandes Oui. à DeepSeek qui es-tu, et il te dit je suis ChatGPT, et parfois il te dit je suis Claude, tu vois. Donc, en Complètement, fait, il a une complètement. petite Ouais. crise identitaire. Mais donc je pense que c'est assez compliqué de financer que l'open source. Et de l'autre côté, l'open source, c'est vraiment génial parce que du coup, bah, en fait, tu peux reproduire des choses et en fait, ça fait avancer la connaissance. Mais en fait, c'est un petit peu ce qui a remplacé, je dirais, le mécanisme des brevets. Ouais. Ah, En fait, les brevets sur l'IA, ça marche pas, c'est pas un truc qui se fait. Les algorithmes, de toute façon, il y a un problème, c'est que les algorithmes, pas un truc qui est vraiment brevetable. Les maths, c'est pas vraiment brevetable. si Google avait breveté les Mais Transformers en ils l'ont fait. 2018, ah, ils l'ont Ils ont fait? breveté, je Ouais. crois que c'était plus ou moins, ils ont breveté, je crois, l'attention ou un truc comme ça. D'accord. Et en fait, ils l'ont breveté, mais pas du tout pour le protéger, simplement pour éviter en fait, parce qu'en plus aux États-Unis c'est plus compliqué. En Europe, en grosso modo, un algo c'est pas brevetable. Je pense qu'il y a des avocats qui doivent s'arracher la tête. Donc je ne suis pas un avocat, ne m'écoutez pas. Mais bon, et grosso modo aux États-Unis, il y a vraiment des patent trolls qui ont un vieux brevet, qui rachètent une boîte, vieille boîte, etc. Et avec ça, ils attaquent une grosse boîte, etc. Bien Et sûr. souvent, il y a des grosses boîtes qui payent parce qu'elles elles ont pas envie de s'embêter. Ouais. Et donc, en fait, eux, ils ont fait ça pour protéger, au contraire, le truc, et c'est bien. Mais ils savaient que c'était pas pour Hmm. en conserver le Hmm. secret. Et du coup, il y a pas de brevet. Et en fait, la connaissance, elle existe un petit peu partout. Mais d'un autre côté, s'il n'y avait pas d'open source, en fait, bah, typiquement, il n'y aurait pas tout un écosystème. Et en fait, il n'y aurait que OpenAI qui serait là et qui serait un peu le leader. Ce serait un peu triste, je pense, un monde dominé par une seule boîte. Tu vois. Ouais. C'est un peu ce qui est arrivé à Google pendant pas mal d'années. Bien sûr. Parce que ce qu'ils avaient, c'était plus que de la connaissance et de l'infra. C'était plein de serveurs, plein de données, etc. Donc ils ont pu maintenir leur avance pendant assez longtemps. Mais je suis content que ça n'arrive pas sur l'IA. Et c'était un de mes gros. Enfin, pour le coup, moi, ma grosse peur, quand j'ai vu GPT sortir, qui était très, très. Enfin, même GPT-3, etc., Mhm. qui était très, très bon, ma grosse peur, c'était de me dire il faudrait quand même pas que ils arrivent à atteindre, alors, peut-être pas l'AGI, on pourra en reparler, mais qu'ils arrivent à avoir une position super dominante pendant 10 ans, parce qu'en fait c'était les premiers et que du coup ils en avaient tout le capital, ils avaient toute la data, etc. Ouais. Bah, finalement, donc aujourd'hui, les cartes sont plutôt rebattues. En effet, comme tu le dis, grâce à l'open source, en fait, je pense qu'il y a quand même un transfert de talent qui se passe entre toutes ces entreprises. Mhm. Je pense qu'il y a même eu de l'espionnage industriel un petit peu. Et enfin, Mhm. cette distillation, donc, que tu nous dis, donc c'est un mécanisme intéressant où tu entraînes ton modèle sur les résultats de l'autre. Ouais. Euh, et au final, bah, aujourd'hui, on a l'impression que dès qu'un acteur innove sur quelque chose, sur un modèle, sur le test time computing, sur les modèles de raisonnement, sur le deep research, dès qu'il y a une innovation, en fait, les 4, 5, 6 acteurs majeurs de l'IA arrivent à la répliquer en général, pour moi, en une semaine en ce moment, Ouais, pratiquement. bah, en fait, c'est que ces Avec innovations des interfaces qui deviennent aujourd'hui sont très arrivées. similaires. Ouais. On regarde Grok 3, tu vois, que j'utilise. Bah, franchement, j'ouvre Grok 3 et ChatGPT et tu me Oui, le les intérêts, montres, je ne fais pas la c'est différence. carrément les mêmes parce qu'en même temps, à la fin, c'est juste un chat. Donc, j'ai envie de dire, tu prends WhatsApp ou Messenger. En plus, les deux appartiennent au même truc, mais les Hmm. deux appartiennent à Meta. Mais ça, c'est logique. Les interfaces, tout ce qui est marrant, c'est qu'au-delà des petites features comme ça, il y a aussi juste simplement le protocole, l'interface. Quand tu codes avec ça, tu as les mêmes API, tu as les mêmes features. Hmm. euh, enfin, avec quelques petites exceptions, tu vois, mais grosso modo, le tool use, ça a été assez standardisé. Les réponses formatées, ça a été standardisé. Là, il se trouve que lundi, justement, je donne un petit talk chez Sota, la communauté réalisée, je crois que c'est disponible en replay, un truc comme ça. C'est sur le MCP, qui est le Alors protocole de oui, Claude. magnifique. Ouais, C'est une question que j'avais prévue, ouais, que je voulais te poser et qui n'était pas à l'ordre du jour. Est-ce que, Claude, donc le MCP, le modèle ouais. contexte protocole, est-ce que tu arriverais à nous expliquer ce que c'est, C'est compliqué. il faut que tout le monde puisse comprendre. Lundi, on prend 1h30 pour Parce en que c'est parler. un gros sujet. Lundi, on prend 1h30 pour en D'accord. parler, mais grosso modo, euh, Claude, donc le MCP. Voilà. ouais, c'est un moyen pour Claude d'avoir accès à des outils, donc un peu comme la search de GPT, etc. Et à la seule différence que là, les outils, ils peuvent être customisés par l'utilisateur. Donc c'est comme un système de plugin, je dirais, pour Claude. Donc, il y Mhm. avait déjà un peu les plugins pour ChatGPT à un moment, ils ont commencé à sortir ça. Ils avaient essayé un truc avec Wolfram Alpha, et des machins comme ça. On n'a plus trop entendu parler, je sais pas ce que Ouais. ça a donné.
Et en fait, Claude, finalement, ils ont fait ça. C'est un moyen de faire des plugins. Et du coup, la différence, c'est que tout le monde peut faire ses plugins. C'est simple. Et en fait, même quand tu as fait ton propre plugin, tu peux le brancher à Claude. Donc, du coup, tu peux te faire un plugin qui accède à tes mails à toi, par exemple. Tu peux faire un plugin qui accède à tes fichiers sur ton ordinateur. Un fichier, un plugin qui permet à Claude de déclencher ta machine à café, par exemple. Tu Et vois. alors ça, tu vois, moi, là-dessus, là, pour l'instant, j'ai l'impression d'arriver à mes limites personnelles. J'ai vu des cas d'usage hyper intéressants cette semaine, des démos sur X. Tu avais par exemple Claude, le MCP, euh, pour utiliser donc Blender ou des modèles Ouais, de 3D, quoi, de c'est rendu ça, ouais, 3D. exactement, ouais. Et donc là, tu étais en langage naturel en train de parler avec Claude et en quelques lignes, en fait, tu créais un jeu, un monde virtuel en 3D. Ouais. Et c'est quand même, ça a l'air donc très puissant. Ouais, non, c'est marrant, mais en fait, c'est un peu la même chose. C'est juste que ça t'enlève des étapes. Cette vidéo, c'est pas moi qui te l'ai envoyé, je crois, je sais plus, mais en gros, le truc, c'est que Blender, ils ont fait une petite interface Python euh, de base. Ils avaient une interface Python, et en fait, toi, si tu as envie, en fait, tu pouvais déjà prendre Claude, prendre un screenshot de Blender, lui dire, OK, fais ça, il te donne un code Python, tu le codes dans l'interface Python et tu l'exécutes. Donc, en fait, si tu veux, c'est une petite amélioration parce Hmm. que tu n'as plus besoin de le faire. Donc, c'est une grosse amélioration parce que avant, les gens n'allaient jamais faire le screenshot et tout faire, alors que maintenant, ils peuvent le faire. Ouais. Donc, c'est pas un gros bond technologique. Par contre, c'est un gros bond dans l'utilisation, justement. Et c'est ce que je disais qu'il fallait justement avoir de plus en plus. Donc, moi, je suis assez content. Comment est-ce que tu vois les IDE par rapport à ça? Tu sais, donc les Replit, les Ah, il Bolt.new, y, a- il y avait les les zero dev, les Lovable. machins, lovable. Bah, est-ce que tu comptes Donc, curseur dedans ou pas? environnement de Tu comptes curseur développement. aussi là-dedans? Bah, Ouais. justement, je sais pas trop. En général, on le met dedans, mais moi, je l'utilise pas de la même manière ou pas avec la même facilité. Ok. Parce que je code pas, tu vois. Donc ça veut dire que moi, le code que je fais générer Ouais. par Grok 3, Bah, je le copie-colle dans Replit, je le copie-colle dans tu Bolt sais, ou Replit, Lovable. mais t'as pas Dans besoin de, Cursor, t'as pas besoin dans avec Cursor, je sais Replit. pas quoi faire. Avec Replit, il y a un système déjà d'agents intégrés pour faire des trucs. Ouais. T'as pas besoin de copier-coller du code dedans, je veux dire. Oui, tu as raison. Donc, Et qui prend Claude d'ailleurs. je Ok. sais pas ce qu'ils Hmm. prennent Ouais. dans l'entrée. Ouais, bah pour moi, c'est une espèce de spectre, tu vois. D'ailleurs, j'ai un très bon pote qui lance un truc. Je crois qu'il lance sur Product Hunt, genre lundi. Ça va s'appeler Hello Léo. Donc, petite pub Ah, pour Hello Léo. Ce sera le curseur français, quoi. nice. Voilà. Bah, Donc, écoute, en tout cas, allez tous on ira essayer tous le Hello Néo, soutenir. Je pense qu'on Hello Léo. arrivera une semaine plus tard, mais peut-être qu'il sera encore temps d'aller mettre un bon pouce sur Product Ah, Hunt mais il faut pour aller Hello Léo. Hello Léo, exactement. Et, euh, et du coup, ouais, pour moi, c'est une espèce de spectre. Et donc, bien sûr, maintenant, il y a un peu le vibe coding. C'est Karpathy qui a, je crois, inventé ce terme. Bon, moi, j'adhère pas trop, personnellement. Mais en effet, pour des gens qui sont pas trop tech, c'est absolument génial. Moi, je vais pas me servir de ça comme ça, mais pour des gens tech, c'est génial. Et d'un autre côté, parfois, on se retrouve un peu bloqué. Mais est-ce qu'on te retrouve plus bloqué que quand tu fais du no-code et qu'en fait ton truc de no-code supporte pas une certaine fonctionnalité? Pas forcément. Donc en fait là, ce qui va se passer, c'est qu'en fait tu fais du web coding, tu codes un truc avec ça, et au bout d'un moment, bah, en fait ton modèle il écrit du code tellement dégueulasse qu'en fait il n'arrive plus à l'éditer, il n'arrive plus à revenir en arrière, etc. Enfin en gros, Ça m'est arrivé, il a. perso, Ouais, ouais, bien ouais, sûr. ouais. Bah, et en fait il reste dans une Et espèce de pour le coup, minimum je ne savais local. pas revenir en arrière. Ouais. Bah, ça, en fait, il reste une espèce de minimum local parce qu'il implémente le truc d'une certaine manière avec telle bibliothèque qui supporte telle features et en fait, il sait pas faire autrement, quoi. Et donc, en fait, il faudrait le reprendre en arrière et lui dire utilise telle bibliothèque au lieu de telle bibliothèque et là, il pourrait y arriver. Mais ça, on sait pas le faire. Enfin, si tu sais coder, tu peux lui dire. Si tu sais pas coder, t'es un peu bloqué et voilà. Mais je pense pas Hmm. que ce soit pire que toute la vague du no-code qu'il y a eu où en fait, tu utilises un truc. Tu commençais à utiliser le truc et après tu étais verrouillé, tu avais déjà mis ta carte bleue sur le site et après tu pouvais plus revenir en arrière. C'est pareil. Mais alors, ça te permet en tout cas de prototyper Ouais. et aussi Oui, c'est génial pour les de prototypes. créer sans avoir besoin de t'embarrasser de plein de choses. Je pense que même toi, Louis, par exemple, aujourd'hui, tu voudrais créer une musique, une image, Alors, une musique, une ouais, vidéo. sinon, ouais. Tu vois, tu prends Suno ou tu prends Après, la musique, Midjourney, c'est plus Runway. compliqué. La musique, c'est plus compliqué parce qu'en fait, quand tu produis de Et la. Tu me diras, une image, c'est tu pareil. fais du vibe coding sur de la Ouais, mais je veux dire, musique. une musique ou une image, c'est plus compliqué quand même. Hmm. Parce que et une musique, c'est encore plus compliqué qu'une image parce que tu passes normalement par des formats intermédiaires. La musique, tu as plusieurs pistes, tu as plusieurs tracks, etc. Tu as des samples.
Et l'image, c'est pareil, normalement, tu as plusieurs couches quand tu es un vrai graphiste et tout ça. Donc, bien sûr, tu peux après reprendre les trucs et les ressampler pour du son et les redécouper pour une image, mais tu pourras jamais arriver à un très bon résultat. Alors que pour le code, c'est pas très grave parce qu'en fait, il te sort un truc qui est dans le même format que ce que tu as l'habitude de voir. Donc, ou pour le texte, pareil, tu vois. Mais pour les images et pour la musique, c'est quand même un petit peu difficile, tu vois, je trouve. Hmm. Ouais, ouais, je comprends. Euh, Après, je trouve quand même donc que c'est génial de donner accès à tout le monde Ouais. à la création, que ce soit du code, un site internet, une Ouais, application, une musique. Euh, ça, mais, ça me mais, rappelle mais, une vidéo de Lina, tu vois. ouais, C'est un mec un peu prétentieux, vraiment bourgeois, qui arrivait. Enfin, il faut pas que je dise ça avec un costume cravate. Je précise, j'avais une réunion avant. bah, Sinon, je changerais quand mon t'es t-shirt. arrivé chez Madines, on t'a vous voyé, Ils m'ont dit hein. vous, ils m'ont dit vous. Alors que Je peux t'es vous apporter. alors que t'es peut-être le plus Je jeune suis des peut-être plus jeune, bureaux. je suis plus jeune. Ils m'ont dit, je peux vous apporter un verre d'eau? Non, vous pouvez surtout me tutoyer. Ouais. Euh, et, non, il y a une vidéo comme ça où en fait c'était l'invention du livre de poche, enfin l'arrivée du livre de poche, et un mec qui dit, je pense que ça a donné, avec un petit accent, je pense que ça a permis à beaucoup de gens de lire, des gens qui n'avaient pas forcément besoin de lire. Tu vois. Et la vidéo, elle est vraiment connue, elle est marrante. Et en fait, là, j'ai pas envie de faire ça et de dire, je pense que ça Ouais. va donner l'envie à beaucoup de gens de faire de la musique ou des images, des gens qui n'auraient pas dû faire de la... Voilà. Ou Mais qui ne devrait pas coder, quoi, en effet. non, Mais coder, je suis pas d'accord. Coder, c'est bien parce qu'en fait, après, ça te donne ah oui. c'est une porte d'entrée, et moi j'encourage vachement. En fait, chez Time, il y a des comptables, et là il y a une nouvelle qui est moitié comptable, moitié un peu Hmm. équipe LLM. Et en fait, j'ai plus ou moins forcé à utiliser, en fait, à coder en Python. Je lui dis, ah bah, en pire, t'inquiète, on te fait un petit script pour démarrer, et après, si tu sais pas faire, tu nous demandes, ou pire, tu demandes à ChatGPT, etc. Et donc maintenant, et en fait, les gens apprennent à coder comme ça. Et ça, je trouve ça absolument génial. Mais pour la musique, tu vois, ou pour la photo, ou pour les trucs un petit peu artistiques, c'est quand même compliqué, je trouve. Hmm. Voilà. De pas avoir les bases, tu veux dire? Ouais, alors Est-ce ça que tu dépend, te tu dis pas vois. que, bah, tu vois, chaque révolution, on se pose cette question, tu vois, sur la photo, Ouais. on se pose la question par rapport au mec qui était sur la peinture et qui avait énormément de talent et tout un, avec sa palette On et ses dirait presque que tu as gouaches. lu, alors pourtant tu l'as pas lu, et elle va sortir le mois prochain, le premier article de ma série avec Emma Karenini dans Le Point sur IA et philo, où justement Allons-y on alors. parle des photographes, où justement les peintres, les photographes au début, c'était un peu méprisé par les peintres qui leur disaient machin, etc. Donc je pense que ce que tu dis est totalement vrai. Nous-mêmes, en fait, on déconstruit la figure de l'auteur en rappelant un peu les thèses structuralistes de Roland Barthes dans les années 60. Tu me parlais de ça, Euh, donc, la ouais, mort de l'auteur ouais, la mort de l'auteur, de Barthes. c'est pas de nous, c'est l'expression, elle est de lui. Et en fait, il explique que tout ce qu'on fait n'est qu'une espèce de recomposition de choses déjà existantes. Et, euh, et simplement, en fait, moi, pour préciser mon propos, je dis pas qu'il ne faut pas que les gens fassent de la musique ou des images avec ça. Je dis en fait que pour l'instant, le code et le texte, tu as vraiment accès aux matériaux de base que les gens utilisent vraiment. Et donc, en fait, ça te facilite la vie, ça te fait gagner la productivité, ça te permet de démocratiser ça, et ça, c'est génial. Ce que je dis simplement, c'est que c'est un peu dommage de perdre totalement le contact. Alors, bien sûr, là, tu vas me dire, c'est la même chose entre la photographie et la peinture. La photographie, tu n'as plus les pinceaux et t'as plus tout ça. Hmm. Mais tu as accès à quelque chose d'autre, tu vois. Tu as accès à une capture plus précise du réel. Aujourd'hui, je suis désolé, mais tu n'as pas un truc plus précis, avec même beaucoup moins précis avec Dali que tu as avec Photoshop quand tu sais t'en servir, tu vois. J'en suis désolé, la qualité maximale que tu puisses obtenir, c'est pas un truc totalement autre. C'est vraiment, pour moi, tu perds vraiment quelque chose. Et en fait, le problème, c'est quand tu fais un truc avec Suno, le truc est quand même pas génial. C'est difficile après d'éditer. Tu peux pas pouvoir juste reprendre ta piste de basse et changer de ta piste de basse, alors que si tu avais un outil de GenAI pour Ableton, eh ben, tu pourrais le faire. Et ça, c'est la bonne manière pour moi de faire. Et c'est ça le piège pour moi, même par rapport à l'éducation ou quoi que ce soit. En fait, c'est deux manières de faire les choses, même avec le code. Le code, c'est un peu intermédiaire parce que le code, je veux dire, si tu génères un roman avec ChatGPT, ton roman, tu peux le lire, tu peux l'éditer, tu peux le refaire, etc. Parce que tu maîtrises déjà le français a priori. Après, si tu écris un roman en ouzbek, voilà. Mais le code, tu as plusieurs niveaux justement. Tu as les gens qui vont faire du vibe coding, qui vont pas comprendre ce qu'ils font et qui vont même pas apprendre à partir de ça. Et tu as les gens qui vont simplement utiliser ça comme un outil pour mieux apprendre et pour aller plus vite,
Moi, je dis par exemple au quotidien pour les trucs que je sais déjà faire, mais qui me prendrait un petit peu de temps à googler. Ouais. Il y a des gens qui peuvent l'utiliser quand ils savent pas bien faire quelque chose, et ça, c'est super. Le problème, quand tu fais du vibe coding, après, c'est de là que tu changes un truc vraiment totalement. Mais je suis pas sûr que ce soit forcément toujours une très très bonne idée. Et moi, je le vois, j'ai fait passer des entretiens à des gens pour des stages. En plus, c'était des X, donc j'ai quand même un petit biais. J'aime quand même bien les X. J'ai fait Polytechnique. Ouais. Et franchement, bon, à la fin, il y en avait quand même un qui était très bon, il n'y avait pas de souci. Et il en a quand même fait passer un entretien à un mec. En fait, il est arrivé, il y avait un petit test technique à faire chez lui. En fait, il nous a présenté son test technique et en fait, il comprenait rien à ce qu'il avait fait. On a plus ou moins compris. En fait, après, on a regardé euh, et en fait, on s'est dit, en fait, regarde, les commentaires, ils sont trop bien indentés. Tu vois, t'as plein de petits détails où tu te dis, bah, en fait, personne code comme ça. Bien Parce sûr. que tu vois, c'est le style des Hmm. commentaires qui explique même un commentaire par ligne, etc. Tu dis, bah, en fait, non, on a juste été bête. C'est évident que le mec l'avait fait avec ChatGPT. Mais c'est pas grave qu'il ait fait avec ChatGPT. Si au moins, même limite, tu fais le truc avec ChatGPT, et après, quand tu le lis et quand tu comprends un truc, tu poses la question à ChatGPT pourquoi tu as fait ça. Et lui, il n'avait pas fait ça, il est arrivé à l'entretien. Et vraiment, je pense qu'il avait dû passer même pas 10 minutes. Peut-être qu'il a dû passer un peu de temps dessus à réfléchir. Il a dit, oh, je sais pas quoi faire, etc. Il a collé le truc dans ChatGPT, il a sorti le code, il a vu que ça tournait. Il s'est pointé en entretien comme ça. Et ça, franchement, je trouve que ça, c'est un peu dommage. Ah oui, je suis tout à fait d'accord, Louis. Mais je pense que tu vois, il va falloir trouver le curseur, le juste niveau, Ouais. l'effort qu'on peut en faire. Mais pour moi, écoute, j'attends avec impatience de voir un petit peu comment ça va évoluer aussi. Manus, le vibe coding dans les semaines qui viennent. Parce que en vrai, je me dis, moi, tu vois, si ça marche bien, que ça prend bien et tout ça, je vois même un truc qui peut dépasser le vibe coding et devenir la vibe économie, quoi, tu vois. Et ça veut dire que pour moi, on serait dans une espèce de Le vibe bain, entrepreneurship. de, Le vibe entrepreneurship, tu plus large vois. que ça, Louis. Un bain ambiant d'IA, en fait, dont on se sert, qui est en dessous de nous et qui est là en permanence. Et en fait, on vit nos vies, on crée avec cette IA autour de nous, comme on a aujourd'hui, tu vois, toute une infrastructure, Internet, l'eau courante, l'électricité. Et en fait, et après, oui, on est dans la vibe en permanence. Mais Cela dit, ouais, j'attends de je voir sais pas, ça. tu vois. Mhm. Je suis pas sûr que je sois très très impatient d'avoir ça. Ça dépendra de comment est faite l'IA, tu vois. Hmm. Euh, je pense qu'une de tes questions, mais t'inquiète pas, je vais pas y répondre avant que tu me la poses, c'était quel, quel livre ou film de science-fiction, tu vois, te fait penser Bien à l'IA, sûr. etc. Et t'inquiète pas, je vais laisser la réponse pour la fin, comme ça les gens sont obligés d'écouter. Mais je vais leur donner réponse Tu qui nous n'est pas la bonne spoiles réponse. pas? Je vais donner une réponse qui n'est pas la Très réponse fort. Très fort, Louis. que j'ai donnée. Ouais. C'est Brésil. Ah oui, Tu connais le film. le début de Brésil ou pas? Ah non, je le connais pas bien. Et ben, le début C'est de un, Brésil, donc Brésil, c'est un il film n'y a même pas d'IA avec. dans le film. Il n'y a même pas d'IA dans le film. C'est avec qui? Terry Gilliam, Ah oui, oui, le super. réalisateur. Et en fait, dedans, ce qui se passe au début du film, c'est qu'en fait, il y a une mouche, justement, un bug. C'est ça le truc marrant. Il y a un bug qui arrive dans l'administration. Et en fait, il y avait une. Bon, c'est un état totalitaire, etc. Donc ça, j'espère qu'on n'y arrivera pas non plus. Mais qui arrive dans l'administration et il y avait un mec qui devait se faire arrêter qui s'appelait Tuttle. Et en fait, à cause de la mouche qui est arrivée sur la tête d'impression, le nom est modifié en Buttle. Et du coup, il y a un pauvre mec qui s'appelle Buttle qui se fait vraiment. Il y a des forces spéciales chez lui, tout est détruit, etc. Et c'est terrible. Et en fait, tu vois, le jour où il y a ça un petit peu, où il y a l'IA partout et que l'IA se met à faire une petite erreur, et que tu n'as pas d'humain pour la corriger, et que les systèmes se mettent à t'appliquer, je dirais, des méthodes de psychologie comportementale pour te calmer quand tu es, quand t'es un peu énervé, je pense que là, on sera un peu mal. Tu vois. T'as raison. Je pense Et tu que auras le modèle qui sera très très poli, ce monde, qui t'appliquera ce une espèce monde de fait gros peur. manuel pour te dire non, monsieur, c'est normal d'être énervé, etc. Tu dis non, mais il y a vraiment une erreur, il faut la Hmm. corriger. Et le modèle il commence à essayer de négocier avec toi. Moi, je pense que c'est un peu ma grosse angoisse. Que le modèle il commence à essayer de négocier avec toi et te dire mais non, en fait, tout ça c'est dans ta tête, tu vois. Non, mais t'as raison. C'est Au une lieu de résoudre le vision. problème et je suis Une, pas pressé que ça arrive, on va dire. une vision un petit peu Ravage de Barjavel ou Wall-E de Pixar, où on est dans un futur en effet d'une société un petit peu d'assistés et qui sont plus capables en fait Tu vois, c'est pour ça, c'est ça le truc, de c'est qu'en fait, il vaut redémarrer, de mieux avoir comprendre la un. machine, quoi. Mais c'est Ouais. aussi ça, c'est qu'il vaut mieux avoir un Wally qu'une Eve. Pour Qu'une reprendre Yves, le robot. le robot. Le Ouais, robot, ouais, bien bah, sûr. c'est ça. Mm. C'est qu'en fait, Wally, c'est un peu un robot de l'ancienne génération, et du coup, il y a des trucs qu'il peut faire que l'autre, elle peut plus faire. Exact, exact. C'est Ouais. ça. Mm. C'est l'aspect bidouille versus vibe coding. Louis, merci beaucoup.
AGI, grand concept. Est-ce que, donc, intelligence artificielle générale, est-ce que tu y Ok, crois? Est-ce que c'est... ok, AGI quoi. Enfin, non, mais moi, j'ai Ouais. compris que tu parlais genre AI on the edge. Ok, Non, 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 genre qui est un autre edge concept, computing. quoi. Edge computing, Ouais, ouais, ok, AGI. ouais. Ok. AGI, Euh, intelligence artificielle bien sûr. générale. Comment est-ce que tu vois ça? Est-ce que ça te parle? Ouais, bien sûr. Et alors, Moi, et avec ton activité, notamment chez Time, on pourrait se dire, ben tiens, est-ce que un jour prochain, l'IA est capable de faire 90%, 100% des tâches d'un comptable? eh ben, je suis Mais super content que tu aies commencé par cette question-là et que tu aies parlé de pourcentage. Parce que déjà, pour moi, c'est une histoire de pourcentage. Euh, hmm, Tu vois, c'est pas un truc que tu l'atteins, etc. Donc, il y a bien sûr, il y a la singularité. Et t'as des gens qui disent sur Death Strong, etc. Un jour, l'IA va dépasser les humains, elle va se mettre à améliorer elle-même, etc. Bon, ça, pour l'instant, j'y crois vraiment pas. hmm. En revanche, les GI, qu'est-ce que ça veut dire? On a pas arrêté de décaler le truc, on a eu plein de définitions. Il y a eu le test de Turing, il y a eu plein d'histoires. Test de Turing qui est dépassé Évidemment aujourd'hui? qu'il Non. a dépassé le test de Turing, mais on l'a fait, tu sais comment il était craqué la première fois? En fait, c'était un petit modèle qui parlait pas très bien et qui s'était passé pour un adolescent ukrainien avant la guerre. Bien avant. Et en fait, quand il comprenait pas bien une question, il disait ah désolé, je parle pas très bien anglais, je comprends pas très bien. Et en gros, il disait ça. Les gens disaient oh il est mignon l'adolescent. Et en fait, il disait des petits trucs de sa vie et donc du coup, tu aimais bien parler avec lui. Et en fait, ce truc avait réussi à avoir un super score. Donc, je crois que enfin, en gros, comment se passait le test? T'avais un panel ou même peut-être deux panels différents. Et en gros, il leur montrait à un, il faisait parler avec des humains et l'autre panel avec un algorithme. Et en fait, et les deux, on leur disait attention, c'est un test de Turing. Donc, peut-être que vous avez un humain, peut-être que vous avez un algorithme. Et en fait, l'algorithme avait battu les humains, tu vois. Ouais, Donc là, voilà, première fois. Tu vois, alors que les humains, tu sais, c'est pareil. Imagine le jour où tu dois prouver à un robot que tu n'es pas un robot. Enfin, c'est déjà, bien on a sûr. déjà ça avec les captcha. Mais du coup, le jour, il va te poser des vraies questions, genre qu'est-ce que tu as fait ce matin, tu vois, c'est pour ça que je suis pas pressé, ce qu'on arrive à ce moment-là. Et là, on arrive très vite dans iRobot, mais t'inquiète, Ouais. c'est pas non plus ce que je vais citer. Euh, non, mais donc, du coup, les GI, c'est marrant parce que moi, je pense tout de suite à la citation de Arthur Mensch, Ok. qui a dit je ne crois pas en Dieu, donc je ne crois pas en les GI. Hmm. Et en fait, ce qu'il veut dire là-dedans, c'est que pour lui, dans sa citation, les GI, c'était Dieu. Je la connaissais pas la citation, merci de la rappeler Ouais, ici. Elle est elle est bien, elle est bien, elle est bah, en fait, moi, intéressante. j'ai eu beaucoup de mal à la Hmm. comprendre. Hmm. Il faudra recontextualiser. Et en fait, pour lui, euh, les GI, du coup, ce serait Dieu. Euh, pour moi, les GI, c'est pas Dieu. Le GI, déjà, c'est un peu l'humain. Mhm. Et, euh, et tu vois, moi, je crois en Dieu. Et quelque part, le fait qu'on arrive aujourd'hui, non pas à faire des IA Dieu, mais à faire des IA un peu humaines, Ouais. quelque part, nous, ça nous rend un peu des murges, tu vois. Et on se dit, en fait, finalement, c'est pas si bête que ça de se dire bah, qu'il y a de regarder un petit peu l'évolution, de voir Hmm. comment nous on a un peu évolué pour avoir une conscience, pour avoir un langage, de se dire mais en fait nous on est en train plus ou moins de reproduire ça. Et donc pour moi les J c'est plus proche de l'humain. À la limite il y a le ASI qui serait un peu l'IA vraiment super intelligente, etc. Ça je suis moins convaincu. Peut-être que ça va arriver, tu vois, Hmm. je sais pas. Mais les GI, pour moi, on y est. En tout cas, là, je dirais qu'on a largement dépassé les critères d'AGI qu'on s'était fixé il y a peut-être 5 ans, tu vois. Donc là, maintenant, on se dit toujours qu'on veut Bien toujours plus, sûr. toujours plus, toujours plus. Ok, tu vois, euh, la robotique, on est naze. L'IA pour la robotique, on est pété, tu vois, genre un chien, Ouais. il arrive Ouais. à faire des trucs bien mieux que n'importe quel robot. Les meilleures IA du monde, elles sont pas bonnes dessus. Donc là, maintenant, c'est un peu le nouveau truc sur lesquels qu'on essaie de craquer. Et je pense qu'on y arrivera. Et c'est pas un souci. Je veux dire, ça mettra peut-être un petit peu de temps. Peut-être qu'on fera d'abord des simulateurs. Peut-être qu'après, on se mettra à faire des robots qui vont explorer, etc. On va y arriver. Donc pour moi, tu vois, je pense que nous, on est plus proche, c'est dans l'histoire, tu vois. C'est pas nous, on est les humains et on crée un dieu, c'est plutôt nous, on est un petit peu des mini-dieux et on crée une nouvelle espèce un peu.
Hmm. Là, je parle vraiment très, 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 très flou et peut-être Mais non, concrète, non, 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 mais c'est mais la question s'y prêtait, tu vois. mais c'est ce qu'on veut, c'est ce qui est intéressant. Moi, je pense que, tu vois, c'était une des questions que je te posais aussi, mais c'est pour moi, on n'a jamais parlé autant d'intelligence et de conscience, en tout cas de mon côté, que depuis Ouais, ChatGPT et bien cette IA sûr. générative. Tu vois. Donc je Ouais. pense que c'est important de... Pour moi, déjà, ça, c'est un apport majeur, tu vois, de cette révolution technologique. C'est qu'au final, bon, elle fait bouger des questions philosophiques sur lesquelles on est un peu arc-bouté depuis 100 ans, Ouais. quoi, Pour tu le coup, vois. moi, je pense qu'en Et fait, là, on ça donne avance. vraiment une Ouais. réponse. Enfin, nous, Et on va la l'aborder. preuve, tu vois, Louis, c'est même tes tribunes, tu vois, dont tu me Justement, parles, j'allais dire, en avec fait, cette on dimension va aborder ce philosophique. sujet un moment. Je pense qu'un de nos articles, on va en faire une dizaine à partir du 2 avril, tous les mercredis. Le principe, en fait, c'est qu'on se dit que finalement, déjà, comment aborder l'IA d'un point de vue philosophique, mais même qu'est-ce que l'IA nous apprend sur la philo. Et en fait, toutes les théories qu'on peut avoir sur le langage ou sur la conscience, aujourd'hui, elles sont un peu bouleversées. Les théories du langage, c'est sûr qu'elles se sont bouleversées parce que finalement, on a réussi à faire un truc qui est arrivé à parler comme un humain. Vraiment, enfin là, aujourd'hui, tu prends ChatGPT, il te parle comme. Bah, GPT, il te parle vraiment comme un ChatGPT, mais je veux dire, tu peux lui demander de parler un peu plus humaine et, il le fait. Et ça, les philosophes, il y a un siècle, ils t'auraient dit, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Même les philosophes, il y a 50 ans, il y a Et tu vois, 20 ans, ils disaient, c'est pas possible. c'est fou. Je regardais une interview là, de Dario Amodei de Anthropique. Euh, J'adore donc ce qu'il écrit et ses interviews. Il disait, en parlant vraiment, tu vois, d'un modèle, il disait, ben, avec l'IA, on est plus dans le gros que dans le build, en fait, avec l'IA. Tu vois, un peu plus comme on fait grandir un enfant, Ouais, bien sûr. plutôt que juste construire et en mode ingénieur, tu vois, Bah, sur une ce qui est absolument technologie. fascinant, c'est que je pense que je disais ça hier soir. J'étais avec, je faisais un épisode de mon podcast avec l'invité, c'était Alexandre Grux et de chez Daily Trust. Mhm. Et en fait, je lui disais que c'était un peu la première fois qu'on avait un système. Enfin, lui à la base, il faisait de la physique. Et mais je disais qu'en fait, aujourd'hui, on étudie un peu les IA comme on étudierait des systèmes physiques il y a peut-être 4 siècles ou il y a 3 siècles. On essaie de comprendre un peu de l'extérieur les lois de ces machins-là, alors qu'on les avait créés. Donc en fait, on a créé un truc et en fait, on sait plus le décomposer en éléments. En fait, on a créé un nouveau phénomène un petit peu émergent Ouais. à partir de composants. Donc, composants, c'est facile. Tu vas me dire, oui, c'est de non artificiel avec des petits poids, machin. Après, on a fait des blocs de transformers, on a fait des décodeurs, etc., des tokens, etc. Ok. Mais en attendant, ça crée des petits phénomènes qu'on étudie vraiment de l'extérieur. Typiquement, moi, je me rappelle quand ils ont publié The Sentient Neuron chez OpenAI, ils se sont aperçus quand ils apprenaient simplement à générer le prochain mot, qu'il y avait un neurone qui était corrélé avec, euh, le sentiment positif ou négatif. Et que ça marchait super bien. Donc en fait, c'est comme si l'IA, elle se mettait à avoir des petits concepts à l'intérieur. Il y aura un article dans notre série sur l'IA et philo dessus, un petit peu ces concepts numériques, le fait que l'IA elle se construise des représentations, comme des représentations mentales que nous on peut avoir. Et en fait, elle se les construit elle-même. Et nous, là, je dirais, c'est marrant, c'est que aujourd'hui, le challenge, c'est d'arriver à les comprendre. Ouais. Et c'est plus des maths, c'est Ouais. autre chose. C'est Theory of Mind, quoi, en fait. Exactement, ouais. C'est, mais tu auras même les derniers blog posts de Anthropic, c'est vraiment ça. Et Anthropic, ils sont super bons là-dessus, je trouve. Là, ils ont fait des trucs sur le. En fait, ils ont réussi à modifier un petit peu les neurones d'une IA. Un petit peu vraiment comme tu prends un chirurgien, Mhm. pendant ton opération, il te fait jouer au violon pour s'assurer qu'il t'ait pas détruit tes neurones moteurs. Là, c'est la même chose. Eux, ils ont pris une IA, ils ont modifié un peu ces neurones. Alors là, c'est pas la même chose parce que du coup, l'IA, tu peux la torturer comme tu veux, tu vois. Enfin, est-ce que c'est la torture ou pas? Est-ce Encore que une c'est éthique? vaste Ouais, question, tu ok. vois. Mais non, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris une IA, ils ont modifié un peu les poids. Et en fait, à la fin, l'IA, elle se prenait pour le pont du Golden Gate. Elle disait, je suis l'incarnation du pont du Golden Gate. Et vraiment, c'est juste un neurone qui était corrélé à est-ce qu'on parle du Golden Gate ou pas. Et en fait, quand l'IA, tu la forces à penser trop au Golden Gate, en fait, elle se met à avoir une crise identitaire et à se prendre pour le Golden Gate, tu vois. Mais on parlait avec cet exemple du Golden Gate, oui, d'une vraie avancée sur l'interprétabilité, la compréhension des modèles, Euh, quoi. je sais pas si c'est une vraie avancée, c'est juste marrant. En Hmm. vrai, ils ont pris des auto-encodeurs sparse, c'est le truc sur lequel j'ai bossé avec Stanford il y a un petit moment, enfin, ça existait déjà même avant.
C'est pas une avancée non plus incroyable. Hmm. Mais c'est marrant, enfin, c'est une avancée, enfin, je dirais que c'est pas une avancée vraiment purement technique, mathématique, etc. Je dirais pas qu'on les comprend un peu mieux, mais il y a des phénomènes quand même qui commencent à apparaître. Donc oui, c'est le début de quelque chose, peut-être. Euh, Après, les prouesses qu'ils ont faites, ils ont mis 0 nouveau modèle pour arriver à avoir ce résultat. Il y a pas eu de nouveau modèle, mais le fait Mais de le faire, c'était marrant. c'est important de comprendre ce qui se passe quand même. Ah oui, Hmm. c'est important de savoir ce qui se Hmm. passe. Ouais. Louis, alors maintenant, ta recommandation très attendue en termes de livres ou de films de science-fiction. Et ben, en fait, honnêtement, j'ai beaucoup, beaucoup réfléchi. Si on me force à donner un livre, des références de science-fiction, j'en ai deux. Je pense que le meilleur livre, c'est pas un livre de science-fiction. Du coup, pour la science-fiction, euh, d'abord, je pense Psychopath. Ouais. Psychopath, c'est un animé, un manga Mhm. Ok, japonais. je connais pas. Le problème, c'est que si j'explique pourquoi, ça va spoiler la fin de la saison 1, et donc ça, c'est pas possible. Donc allez le voir, il est génial. Ok. Et vous allez dire, en fait, grosso modo, il y a une IA dans le truc dès l'épisode 1. C'est une IA qui doit déterminer, qui prend des décisions judiciaires à ta place. Mhm. Et donc, en fait, en fait, c'est des anciens criminels on leur donne des super pistolets. Ils visent quelqu'un avec. Et ce truc leur dit est-ce que cette personne doit être arrêtée, juste avec un petit choc, doit être arrêtée et dangereuse, donc avec un gros choc, ou élimination directe. Vraiment, tu la butes en pleine rue. Et donc, l'IA prend des décisions à ta place. Et la Ouais. question, c'est comment tu fais ça. Et à la fin de la saison, on révèle comment fonctionne ce système. Ok, intéressant. Deuxième, et en même temps, ça demande toute une société qui est assistée un peu par ça et qui peut Hmm. plus prendre de décisions morales. En gros, tous les citoyens ont vraiment on optimise leur bonheur un petit peu comme au Bhoutan, tu vois. Mais là, vraiment, niveau hardcore. Et donc, il faut pas qu'ils soient stressés. Et le problème, c'est qu'en fait, dès que quelqu'un devient un peu trop stressé, il faut l'envoyer à l'hôpital psychiatrique, Ouais. grosso modo. Et donc, du coup, pour faire ça, pour faire ce boulot, les policiers, en gros, de ce truc-là, c'est des anciens détenus ou des gens qui ont Hmm. ouais, qui sont déjà en dehors de la société. Donc, Ouais. tu isoles les gens un peu problématiques et ceux qui font ce système-là. Et la question, c'est comment tu fais l'IA. Et ça, je trouve ça génial parce qu'il y a une cohérence là-dedans. Merci. Et, On va regarder. Super, et merci Louis. Hmm. sinon, je pense le Technocore dans Hyperion, en Mhm. livre. Euh, Là, Dan c'est évident. Simmons. Il Ouais. me semble, ouais. Ouais. Et vraiment, le livre que je recommande, plus que tous les livres de science-fiction, en fait, c'est Jung, Carl Jung, Mhm. l'un des inventeurs de la psychanalyse. Ouais. Je pense que le livre d'introduction le plus simple pour la plupart des gens, c'est L'homme et ses symboles, qui a entièrement été écrit par lui. Et je pense que là, tu vois, c'est ce que je disais sur le Golden Guide, etc. Faut s'intéresser en fait à la pensée des IA, arriver un petit Ouais. peu à les psychanalyser. Tu vois, moi, je pense qu'on devrait inventer un nouveau concept. Là, je te le donne, c'est la première fois Ah, que je dis ce mot. exclusivité. Je Merci pense Louis. que, je pense qu'il faut, le nouveau job du futur, ce sera pas les prompt engineers, ce sera les neuralistes. Neuraliste. Ouais. Enfin, non, neuroanalyste. Neuroanalyste, je pense. Neuranalyste. Neuroanalyste, ça mieux. C'est comme un psychanalyste, mais pour les IA. Un Hmm. neuroanalyste, je pense. Excellent. Pour Voilà. qu'il En analyse en exclu. fait Bah ouais, c'est ça. comment fonctionne l'IA. Bah, c'est ça qu'on commence à faire, hein. Hmm. Et je pense que ça c'est un truc super intéressant. Il faut arriver à comprendre, nous, comment est-ce qu'on a fait pour comprendre un peu le cerveau des gens. On comprend toujours pas très bien, tu vois, typiquement, la connexion. C'est un peu le même dilemme, c'est que tu te dis, comment ça se fait que l'IA, à partir juste de poids comme ça, elle arrive à te parler? Comment ça se fait qu'à partir de neurones, on arrive à avoir une conscience, etc. Bien sûr. Et du coup, on n'a pas vraiment de réponse. On n'a toujours pas de réponse. Et le seul moyen, c'est de l'étudier un peu l'extérieur, comme si c'était un peu en boîte noire. Bon, on a de la chance sur les IA, on peut tout traficoter comme on veut. Enfin, je veux dire, c'est ce que faisaient les médecins pas très éthiques au 19e siècle, et même les nazis, ils le faisaient encore, tu vois. Ils faisaient des expériences sur les cerveaux des gens. Et on a la chance parce que les IA, pour l'instant, on a encore le droit de le faire comme on veut. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Donc, Neuroanalyste, ouais. donc, La on va neuroanalyse. avoir donc des experts comme ça qui vont recevoir l'IA sur leur canapé et les faire parler Mais quand tu pour regardes les comprendre derniers un peu d'où papiers, ça vraiment, vient. je te assure, tu Mais vas sur ça Archive. fait penser un petit peu, tu sais, même à du Philippe Cadic. Est-ce que les robots rêvent de moutons Ouais, bien sûr, bien électriques sûr, et bien tout sûr, bien ça, sûr, quoi, ouais. tu vois, c'est Mais intéressant. je pense, ouais, j'aurais pu citer Hmm. ce livre, mais bien sûr, enfin, toutes les adaptations cinématographiques de D'où Philippe vient Dick, Blade etc. Runner, bien Ouais. sûr. Hmm. Mais, Super. mais je pense que Hmm. quand tu regardes en fait les derniers papiers de Archive,
En fait, c'est vraiment ça. Les gens, après, tu peux dire, ouais, hein, c'est un peu. Tout le monde fait des de GenAI, du coup, maintenant, en computer science, tout le monde se met à faire ça. Mais grosso modo, les gens prennent des prompts, ils les filent à ChatGPT, ils regardent ce que ChatGPT répond, et ils font des analyses à partir de ça. Ils te disent, OK, Hmm. qu'est-ce qui se passe si tu rajoutes quelques petits détails, qu'est-ce que tu. Enfin, tout ça, c'est la même chose. Je veux dire que Il y a un truc qui se passe en plus. Sam Altman vient de faire une annonce là-dessus et OpenAI aussi sur un modèle qui viennent de réaliser, qui est un modèle d'écriture créative. Ah, j'ai pas vu ça, du tout. Et là, ils J'ai pas vu viennent d'en ça. parler, tu vois. Après, tu vois, encore une fois, c'est encore une Et fois, il tu disait vois, que c'était assez bluffant. mais les trucs buzzent dans absolument tous les sens, etc. C'est vrai. Ça fait un petit moment que typiquement Claude, ils avaient les writing styles, tu Ouais. vois, où tu peux lui apporter ton propre style aussi, tu peux lui montrer voilà comment il faut faire, etc. Moi, je l'ai fait là, tu vois, typiquement chez les comptables, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on rédige un assistant de rédaction de mail. Bah, en fait, moi, j'essaye que de respecter le style et la personnalité de chaque comptable en faisant un mail pour lui. Hmm. Nous, c'est ce qu'on essaie de faire. Et il n'y a pas besoin d'être OpenAI pour le faire. Là, pour le coup, ça, c'est même pas H, tu vois, c'est vraiment. C'est une boîte à taille humaine, quoi. Louis, merci beaucoup. C'était passionnant. Vraiment, tu as ouvert un petit peu nos horizons. On va suivre de très près. Bah, H, on attend. H, on est hyper excités. Espérons qu'il y ait des annonces prochainement, des outils qu'on pourra essayer. En tout cas, on est très curieux par rapport à ça. On attend aussi tes tribunes, donc, qui vont Top, ouais. sortir dans Le Point, c'est ça, Ouais, hein? dans le point à partir du 2 avril. Super. Ce sera en ligne, en libre accès. Donc, donc écoutez, quand vous voyez donc Louis Abraham dans Le Point dans Et quelques Emma mois, Karenini. quelques semaines, Et Emma Karenini, et Emma, ma co-autrice. eh bien, précipitez-vous. Je pense que ça va être super intéressant cet angle philo. Et aussi, j'invite aussi évidemment nos auditeurs à essayer de découvrir ton podcast Ouais, avec Margot avec Vert. Margot. Voilà. Voilà. Du coup, qui Et le nom s'appelle de ton podcast? Startup Tribune. Yes. Voilà, sur Spotify, Apple Music, tout ce qu'on veut, bidule. Merci Louis, en tout cas, on a passé un super moment et je Merci te beaucoup, dis Nicolas. à très bientôt. À bientôt. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Comptoiria jusqu'au bout. Pour me soutenir, merci de le partager à 2 amis ou de le relayer sur les réseaux sociaux et de le noter 5 étoiles avec un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Pour finir, si vous voulez échanger sur l'IA générative et ses applications, contactez-moi directement sur LinkedIn ou venez simplement au meet-up mensuel Comptoiria. À bientôt!